Parfait. Donc, allons-y. Comme je l'ai dit, le but final du cours est de nous permettre de développer les compétences déguiser, si on veut, nos compétences en informatique, mais de les rediriger pour qu'elles nous permettent de contrôler ce qu'on appelle des objets connectés. Donc, un objet connecté, en général, c'est un système pneumatique, hydraulique ou mécanique, électronique, ou un mix de tout ça, qui a une interface de communication et qui peut donc recevoir et envoyer de l'information provenant d'un système informatique, application mobile, desktop ou web. Comme je l'ai dit la semaine dernière, votre téléphone est un objet connecté. On a aujourd'hui des frigos qui sont des objets connectés. Présentement, à partir de mon téléphone, je peux me connecter au système d'alarme chez moi et voir à distance ce qui se passe dans le sous-sol, dans la cour arrière, ouvrir la porte d'entrée, etc., etc. Donc, c'est le genre de système qu'on veut être capable de créer, mais on veut aussi comprendre leur architecture. Donc, on va commencer à la base, ou on a commencé à la base la semaine dernière, en revenant à certaines notions que vous avez vues dès la première session dans votre cours de mathématiques pour informaticiens, donc les simples portes logiques, mais on a vu comment avec ces simples portes logiques et de l'algèbre de Boole, on est capable très rapidement de commencer à construire des circuits électroniques qui pensent ou qui semblent penser. Donc, on a révisé rapidement nos portes logiques et les tables de vérité associées. Donc, dans tous les langages de programmation, vous avez été habitué dans les structures de décision, les if par exemple, à faire des et, à faire des ou. Ça va faire des comparaisons avec des opérateurs booléens. Donc, le ou qu'on utilise en programmation souvent comme deux barres verticales, la porte logique ou or en anglais. En électronique, on a son symbole schématique ici. Donc, une demi-lune avec deux entrées, une entrée A, une entrée B et une sortie F. Donc, on a sa table de vérité ici qui nous indique le comportement de la sortie en fonction des entrées. Mais on est tous habitués à la logique du ou. Si ma première variable est vraie et que la deuxième variable est fausse, l'équation booléenne dans son ensemble est vraie. Si les deux sont fausses, c'est faux. Donc, bref, si les deux sont vrais, c'est vrai. C'est ce qu'on a représenté ici dans la table de vérité. Donc, si mes deux entrées sont fausses, la sortie est fausse. Dès qu'une des deux entrées est vraie, la sortie est vraie. Ça va? Donc, on pourrait s'arrêter à la table de vérité, mais on a ce qu'on appelle aussi l'algèbre de Boole. On est capable, à partir d'une table de vérité, de sortir une équation qui décrit le comportement d'un système. Et à partir de cette équation, on peut aussi à l'inverse. On peut aussi à l'inverse, avec vos micros. Donc, à partir d'une équation, on peut aussi faire le chemin inverse. À partir d'une équation qui décrit le comportement d'un système, on peut déduire quelles sont les portes logiques et quelles sont les interactions entre leurs portes logiques. Et c'est la conclusion de cette démonstration en réalité. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir l'équation qui décrit le comportement d'un système combinatoire? C'est comme ça qu'on appelle la technique qu'on est en train d'étudier. Donc, conception d'un système numérique combinatoire. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir cette équation? C'est relativement simple en réalité. On regarde au niveau de la sortie toutes les lignes pour lesquelles la sortie est vraie. Et à partir de là, ce qu'on fait, on va inspecter l'état de chacune de nos entrées. Lorsqu'une entrée vaut 0, si mon entrée s'appelle A, je note A bar. Si mon entrée vaut 1 et que mon entrée s'appelle B, je note B tout simplement. Donc, si on vient chercher les trois lignes ici, elle nous donne les trois termes suivants. Pour le premier, A vaut 0, donc A bar. Simultanément, B vaut 1, donc A bar B. Ça va? Première condition pour laquelle la sortie est vraie. Mais on a aussi une autre condition où la sortie est vraie. Donc, lors de la première combinaison ou de la deuxième combinaison ou de la troisième combinaison, ma sortie est vraie. Donc, les plus ici représentent les alternatives. Ou comme je l'ai dit, des ou, des options. Donc, dans notre équation qu'on va vouloir
dessiner le circuit combinatoire qui représente cette équation, tous les plus vont se transformer en porte OU. Toutes les multiplications vont se transformer en porte et toutes les barres vont se transformer en inverseur. Ça va? Regardons le deuxième terme. Donc, on a 1, donc A et 0, B bar. Et on a A et B, donc AB tout simplement. Ça va? Donc, c'était la table de vérité de la porte OU. Ensuite, on a continué avec la porte E. En programmation, disons C, C++, C#, Java, PHP, Kotlin, le E, ben, c'est 2 fois ce magnifique symbole qu'on appelle comment en français? Je vous l'ai dit la semaine dernière. Ce magnifique symbole-là. Ce S stylé, là. Ça s'appelle comment en français? Je vais augmenter votre vocabulaire aussi. Ça s'appelle une éperluette. Ça va noter ça quelque part pour avoir l'air intelligent. Une éperluette. Ça va? Ne dites jamais ça, s'il vous plaît. Donc, en programmation, on utilise souvent la combinaison de 2 éperluettes, si on veut, dans la majorité des langages. Certains langages vont prendre directement le symbole, le mot-clé AND, ça dépend de où on se trouve. En français et en anglais, c'est la porte logique AND. Donc, c'est un demi-cercle, ou plutôt son hémisphère droit, qui prend 2 entrées et une sortie. Et encore une fois, on a la table de vérité qui est analogue à une multiplication. Donc, dans une multiplication, dès qu'un des termes, dès qu'un des termes est 0, la sortie est aussi directement 0. Donc, la seule combinaison, la seule ligne pour laquelle on a une sortie qui est vraie, c'est la dernière. Et donc, si je sors l'équation d'une porte E, j'ai A et B directement. Ça va? La seule option possible pour laquelle la sortie est vraie. On a continué avec l'inverseur, qui, dans la majorité des langages de programmation, est représenté ou implémenté par le point d'exclamation. En français, c'est la porte non. En anglais, la porte note. Symbole électronique, un petit triangle suivi d'un cercle, des fois noir, des fois blanc, ça n'a pas tellement d'importance. Un triangle suivi d'un cercle. Et donc, l'inverseur fait quoi? Prend l'état de l'entrée et le complémente. Ça va? Vous donne son inverse, tout simplement. Donc, si l'entrée est 0, la sortie est 1. Si l'entrée est 1, la sortie est 0. Donc, l'équation ici, on a mis A bar. Si A vaut 0, on inverse, la sortie devient 1. Si A vaut 1, on inverse, la sortie devient 0. Donc, rien de trop traumatisant jusque-là. Ensuite, on peut combiner plusieurs portes logiques. Donc, on a ce qu'on appelle ici la porte non ou la NOR gate en anglais. Donc, c'est une porte OU suivie d'un inverseur. Donc, on prend la table de vérité de la porte OU et on inverse tout simplement les sorties. Dans une porte OU, normalement, on aurait eu 0, 1, 1, 1. Mais dans une non OU, on inverse les sorties. Ça va? On se retrouve donc avec l'équation suivante. Pour la première ligne, A vaut 0, B vaut 0, donc A bar B. Si on fait la même chose pour la non-et, que j'ai recréé de 2 manières différentes ici, un et suivi d'un inverseur ou la notation abrégée, qu'on appelle un NAND en anglais. Donc, on prend la table de vérité d'une porte et on l'inverse encore une fois. Au niveau de la table de la porte et, on aurait eu 0, 0, 0, 1. Ici, on a 1, 1, 1, 0. Et selon la technique que je vous ai montrée, on sort l'équation qui nous indique pour quelle combinaison des entrées la sortie est vraie. Ensuite, on va tomber à 2 portes logiques que vous n'avez pas nécessairement l'habitude d'utiliser, mais en réalité, on a des symboles en programmation qui définissent aussi ces deux portes logiques. Quand vous testez, par exemple, la différence entre 2 variables ou la ressemblance entre 2 variables, vous utilisez des OU exclusifs ou des non OU exclusifs. Donc, le OU X en français, le OU exclusif, ou le XOR en anglais, ça ressemble à une porte OU, mais on voit que la courbure là, de ma demi-lune, elle est doublée juste ici. Et si on regarde la table de vérité, on se rend compte que le OU exclusif teste quoi? Il teste la différence entre 2 bits.
Donc, lorsque A et B sont différents, c'est là que la sortie s'allume. C'est là que la sortie est vraie. Donc, on n'a que deux combinaisons d'entrée pour lesquelles les deux bits d'entrée sont différents. Et si on sort l'équation pour la ligne suivante, donc A bar B ou encore A B bar. C'est ce qu'on a ici. Ça se retrouve tellement souvent en électronique, cette combinaison-là, qu'on a une notation abrégée. Donc, A, un plus encerclé B, c'est la manière ou la notation courte abrégée d'écrire ceci, d'écrire un ou exclusif. Donc, le ou exclusif teste la différence entre deux bits. Donc, quand vous écrivez, je ne sais pas moi, int A égale 25, point virgule, int B égale 10, point virgule, et puis vous écrivez après dans un if A, point d'exclamation égale B, l'opérateur point d'exclamation égale, c'est la différence entre ce qu'il y a de ce côté et ce qu'il y a de ce côté. Donc, ce que le compilateur fait, si j'avais par exemple le chiffre 8 et le chiffre 3 que je voulais comparer, le chiffre 8 en binaire, c'est quoi? 8 en binaire. Si je vous demande de me réciter l'alphabet, vous allez me réciter ça par cœur. Pourtant, vous l'avez appris à 3 ans, 4 ans, mais vous vous en souvenez encore. Les conversions binaires, décimales, hexa, octales, ça doit devenir une seconde nature ici. Parce que la majorité des objets connectés, ce sont des systèmes informatiques de bas niveau. Ça ne roule pas Windows. Donc, on doit interpréter des codes d'erreur, on doit activer tel ou tel bit, on doit faire des conversions. Il faut que ça devienne un peu machinal. Donc, 8 en binaire, c'est 1, 0, 0, 0. Ça va? 5 en binaire, c'est 1, 0, 1. Et on ne va pas s'amuser à faire le calcul dans la tête chaque fois. Là. On va montrer des techniques un peu plus rapides, un peu plus efficaces pour faire ces conversions. Donc, si je prends deux valeurs binaires sur 4 bits, donc 8 et 5, par exemple. Ça va? Donc, 8, 1, 0, 0, 0 et le 5, 0, 1, 0, 1. Que ce qu'on va faire, c'est que j'ai 4 bits, du moins significatif au plus significatif. Je vais prendre chacun des bits de mon premier chiffre et chacun des bits de mon deuxième chiffre et les comparer individuellement avec un ou exclusif. Si les deux bits du premier, si les deux bits les moins significatifs des deux chiffres et si les premiers deux bits les moins significatifs et les deuxièmes et les troisièmes et les quatrièmes sont tous semblables, il n'y a pas de différence entre les deux chiffres. Par contre, si dans mes comparaisons, je trouve une seule différence, je sais que les deux chiffres sont différents. Donc, on va utiliser des ou exclusifs pour aller comparer les bits des deux chiffres à la position 0, à la position 1, à la position 2, etc. Donc, quand vous tapez un point d'exclamation égal dans un if, nous, c'est magique. On appuie play pour que ça compile, mais cette information-là est aiguillée au niveau de votre processeur dans un bloc qui s'appelle l'ALU, donc Arithmetic Logic Unit. Donc, c'est une unité dans votre processeur qui contient plein de blocs logiques pour faire différentes opérations. Des comparaisons, donc plus grands, plus petits, différents, des additions, des soustractions, des divisions, des décalages vers la gauche, des décalages vers la droite. Et plusieurs de ces blocs-là, dans notre cours ici, on va s'amuser à les concevoir, juste pour bien comprendre comment est-ce qu'un ordinateur fonctionne en réalité, avant de concevoir des systèmes connectés et de s'y connecter et de les contrôler à travers la programmation. Ça va pour le ou exclusif? C'est bon? OK. Le non ou exclusif, donc c'est un ou exclusif qu'on fait suivre d'un inverseur. Ici, on va tester la ressemblance entre deux bits. Donc, quand je fais égal, égal, par exemple. Donc, on a sorti son équation encore une fois. A vaut 0, A bar, B vaut 0, B bar, ou encore A vaut 1, B vaut 1, AB. Ça se retrouve tellement souvent en électronique, encore une fois, qu'on a une notation abrégée. Donc, c'est comme le ou exclusif, sauf qu'on met une barre dessus pour dire qu'on a
inverser la table de vérité du ou exclusif. Ça va? À partir de cette table de vérité, qu'on doit retenir par cœur en passant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'à la base, c'est simple, quelques tables de vérité, on a appris comment sortir les équations, mais dans la vraie vie, en conception électronique, en informatique, ça sert à quoi? Donc, j'ai pris quelque chose avec lequel tout le monde pourrait être familier. J'ai pris un petit système de sécurité. Donc, je me suis créé une boîte noire ici, système de sécurité, à 3 entrées. Entrée A, B et C. Et ce qu'on a dit, c'est que peu importe ce que représente A, B et C. A, ça peut être un détecteur d'incendie. Il y a de la fumée, il détecte, ou il n'y a pas de fumée, il ne détecte pas. Donc, c'est binaire. Ça peut être un contact de porte qui détecte si la porte est ouverte ou pas. Ça peut être un détecteur de présence qui détecte le mouvement ou pas. Donc, on se balance un peu pour l'instant de ce que ça représente physiquement comme capteur. On apprendra plus tard à brancher des vrais capteurs sur notre Raspberry Pi. Ça va? Mais j'ai 3 entrées ici et j'ai une sortie. En fonction des différentes combinaisons des entrées, je veux choisir, en fait, pour laquelle des combinaisons d'entrées ma sortie va s'allumer. Donc ici, nous sommes le concepteur du système de sécurité. C'est donc nous qui décidons pour quelle combinaison d'entrée on veut activer la sortie ou non. Donc, on veut décrire le comportement de notre système. C'est ce que j'ai fait ici sous forme d'une table de vérité. Et donc, de vos cours de première session, vous vous souvenez qu'avec 3 bits, donc, on a 8 combinaisons possibles. Donc, de 0, 0, 0 à 1, 1, 1. On peut compter de 0 à 7 avec 3 bits. Avec 5 bits, on peut compter jusqu'à quoi? Test éclair. Avec 5 bits, j'ai combien de combinaisons? Ou c'est quoi la formule qui me permet de le déterminer? 2 à la n, ça va? C'était le nombre de combinaisons possibles. 2 à la n moins 1, c'est la valeur maximum qu'on peut représenter. Et ça peut paraître anodin, mais ce petit concept, cette petite formule, vous devriez l'utiliser tous les jours quand vous programmez. Tout le monde ici a fait du C#, par exemple. Ça va? Donc, quand vous voulez convertir une string en integer, ça va? Qu'est-ce que vous écrivez en C#? Si je veux convertir une string, donc, je crée une string. À l'intérieur de la string, j'écris 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. Je mets les guillemets. Donc, c'est une string qui représente un chiffre. On est d'accord. Mais si cette string-là, je veux la représenter, je veux la convertir vraiment en un chiffre, je vais écrire quoi en C#? Convert.toInt. Est-ce que c'est tout? Convert.toInt 16 ou int 32 ou int 64 ou int, etc., etc. Donc, si j'écris guillemets 1 et que je rajoute 15 zéros, ça va? C'est un gros chiffre qui est représenté. Avec 16 bits, je peux représenter jusqu'à quoi comme valeur maximum? Si la valeur maximum que je peux représenter avec 16 bits est plus petit que le nombre qui est dans ma string et que j'essaie de convertir en integer, ça va me générer une erreur. Ça va? Donc, tous les jours, on déclare des integers, on ne fait pas attention à la taille de l'integer. On est peut-être en train d'utiliser trop de mémoire, alors que l'application que j'utilise ne va manipuler des valeurs que de 0 à 1000, par exemple. Donc, sur un système embarqué, sur un objet connecté, on n'a pas un PC, là. Moi, ici, là, devant vous, j'ai un ordinateur qui a quoi? Qui a 2 Tera de disque dur, 128 gigs de mémoire vive. Donc, je n'ai pas besoin d'optimiser mon code. Je peux faire n'importe quoi, je ne vais jamais manquer de mémoire. Mais sur un petit bidule comme ça, qui est placé dans une poubelle à Times Square à New York et qui permet d'aviser l'équipe de ramassage des ordures quand la poubelle est sur le point de déborder, je n'ai pas 128 gigs de mémoire. J'ai besoin d'optimiser mon code. Ça va? Okay. Donc, toutes ces notions-là vont être importantes pour nous. Donc, j'ai mes 8 combinaisons possibles et si de manière arbitraire, j'ai décidé que ici,
j'allais allumer mon alarme, ici, j'allais allumer mon alarme, ici et ici. Ça va? Donc, on a juste rempli la table de vérité au hasard pour avoir un exemple concret. Mais dans la vraie vie, je pourrais dire, si la porte est fermée et qu'il n'y a pas de mouvement, mais que je détecte que la fenêtre est ouverte, je veux activer l'alarme. C'est ce qu'on est en train de raconter ici. Ça va? Donc, on décrit graphiquement, dans une table de vérité, le comportement de notre système. Une fois que c'est fait, on sort l'équation booléenne, parce qu'on appelle ça de l'algèbre de Boole, on sort l'équation booléenne qui décrit notre système. Pourquoi est-ce qu'on sort l'équation? Je viens de dire que c'est de l'algèbre. Et donc, en algèbre, si je vous donne un problème de mathématiques ici, tout le monde peut avoir la bonne réponse, mais quand on regarde vos feuilles, on ne voit pas la même formule finale. Pourquoi? Parce que, disons que madame est plus à l'aise en mathématiques et elle a simplifié jusqu'à la plus simple expression. Monsieur est allé au 2e niveau, madame est allée au 3e niveau. Si on calcule, ça va donner le même chiffre au final. Mais plus je simplifie, moins j'ai de termes dans mon équation. En électronique, ça veut dire quoi? Plus je simplifie, moins mon circuit va être gros, moins je vais avoir de composants. Donc, moins cher ça va me coûter à construire et à produire. Moins de pièces, moins de consommation au niveau électrique. Moins de pièces, moins de probabilité qu'une pièce fasse défaut. Donc, plus intéressant pour la maintenance. Donc, dans un premier temps, on ne va pas simplifier. On va sortir l'équation, on va dessiner notre circuit tel quel. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on va voir des techniques de simplification. Ça va? Oui. Oui. Ici, c'est nous qui sommes en train de construire le système de sécurité. Donc, c'est nous qui avons décidé pour quelle combinaison des entrées on veut que l'alarme soit activée. Donc, souvent, un exercice comme ça, si c'est un labo ou un exercice individuel, je vous aurais donné un petit cahier de charge. Concevez-moi un système de sécurité qui a tel et tel et tel capteur et qui s'allume sous telle ou telle ou telle condition. Donc, en lisant l'énoncé ou en écoutant ce que votre client veut, vous auriez rempli la table de vérité, sorti l'équation, dessiné le circuit. Et ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que la table de vérité ici, en réalité, elle s'apparente à un quoi? Quand on fait un if, else if, else if, else if, c'est ça qu'on est en train de faire. Ça va? Ou encore un switch avec plusieurs cas. Je suis en train de dire que ma variable réponse, je mets 1 à l'intérieur lorsque ce que je reçois en entrée est équivalent à 2, c'est la combinaison binaire de 2, ça, ou de 3, ça va, ou de 4, ou de 7, c'est ce qu'on est en train de dire. Ça va, un switch avec plusieurs cases, et quand on rentre dans ces cases, on veut mettre quoi? Une variable à 1. Pour tous les autres cas, pour le cas default, on veut mettre notre variable à 0. C'est grosso modo ce qu'on est en train de faire ici, mais avec des circuits numériques, avec des portes logiques. Ça va? Donc, j'ai sorti l'équation. Je vais la ressortir encore une fois avec vous ici. Question qu'on s'habitue. Donc, 0, 1, 0. Donc, A bar, B, C bar. Ça va? 0, A bar, 1, B et 1, C. Donc, je répète, quand c'est 0, on prend la lettre, on met une barre dessus. Quand c'est 1, on prend la lettre, on l'écrit tel quel. Donc, j'ai pris la peine de colorier ici pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Chaque terme, j'ai tiré un trait et vous voyez d'où il provient. Ça va? J'ai 1, 2, 3, 4 lignes pour lesquelles ma sortie est égale à 0. Donc, je me retrouve avec 1, 2, 3, 4 termes. Par la suite, on a pris cette équation sans la simplifier et on a construit le circuit logique correspondant. Donc, j'ai pris la peine de reprendre mon équation, je l'ai réécrit juste ici, et j'ai colorié un peu. Donc, en noir, c'est ce que ça a généré, et on va refaire le détail ensemble dans quelques secondes. En bleu, c'est ce que ça a généré. En vert, c'est ce que ça a généré. En rouge, c'est ce que ça a généré.
Et 1, 2, 3, c'est le premier ou, le deuxième ou, le troisième ou. Mais allons-y étape par étape. Donc, on sait que A bar, B bar, C, ça signifie quoi? Donc, c'est A bar fois B fois C. Donc, fois, c'est des multiplications. Or, une multiplication, c'est une porte E. Mais une porte E, on a vu que ça n'a que 2 entrées. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est multiplier A bar par B, ça prend un premier E, et le résultat va être multiplié avec C. Donc, commençons. Donc, j'ai un premier E ici. Il va prendre A, qui va le passer dans un inverseur. Donc, ici, je me trouve avec A bar. Ça va? Après l'inverseur. Je prends B, donc ici, je me trouve avec B. À la sortie ici, j'ai donc A bar B, qui devient une des entrées de mon deuxième E. Je prends C, ça devient C bar, et donc à la sortie ici, je me retrouve donc avec A bar B, C bar. Donc, ça c'est réglé, ça rentre dans un OU. Voilà mon OU. De l'autre côté du OU, j'ai le deuxième terme qui est construit de la même façon. Donc, ma porte E qui va multiplier les deux premiers termes. J'ai encore mon A bar ici, j'ai mon B. De l'autre côté, j'ai mon C. Ici, on retrouve donc la totalité de ces deux termes qui viennent être additionnés au terme vert. Voici le terme vert. Ça va? Ainsi de suite. Ça nous fait un circuit quand même relativement gros parce qu'on n'a pas simplifié. Ça nous fait un circuit qui, si on fait les statistiques, et d'ailleurs, on pouvait les faire à partir de l'équation. On a dit que les barres, c'était des inverseurs. 1, 2, 3, 4, 5 barres. 1, 2, 3, 4, 5 inverseurs. Ça va? Les plus, c'était des ou. J'en ai 1, 2, 3. Et donc 1, 2 et 3. Les multiplications, c'était des et. Une multiplication, ça a deux entrées. Donc ici, j'ai 1 et, 2 et, 3 et, 4 et, 5, 6, 7, 8. Si je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, c'est un schéma. Physiquement, il ressemble à quoi ces composants? Donc, si je vais quelques secondes sur votre meilleur ami, votre deuxième meilleur ami, je dis toujours que le premier meilleur ami, c'est ChatGPT. Oui. Donc, je vais faire ceci. 74 LS 00. Évidemment, ça fait plus de 20 ans là, que je fais ça. Je connais le numéro de référence de chacune de ces pièces-là par cœur. Mais si je tape ici, donc, ça ressemble à ça physiquement, ces fameuses puces. Et voici ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, ce n'est pas une 00 que je veux, on va prendre une 04. Donc, une 04, c'est quoi? C'est la puce, donc ça ressemble à ceci, ça a 14 pattes. La 14e patte, c'est l'alimentation, ça va 5 volts. La 7e patte, c'est le ground. Donc, sur une pile, on a plus, on a moins. Donc, le plus 5 volts va sur la patte 14 et le moins va sur la patte 7. Toutes les autres pattes servent d'entrée ou de sortie à un inverseur. Donc, dans une 74 LS00 qui coûte à peu près 15 sous, si on l'achète, cette puce-là, on a 6 inverseurs. Dans notre design, on avait combien d'inverseurs? On en avait 5. Ça veut dire que dans cette puce-là, j'ai un inverseur qui est là pour rien. Il ne sert à rien. Il est alimenté pour rien. Si en faisant un peu d'algèbre de boules, on pouvait minimiser le nombre d'inverseurs, on pourrait peut-être prendre une puce qui en a moins ou des puces qui ont des inverseurs à l'unité. Ça va pour optimiser notre design. De la même façon, si je vais avec 0, 25 sous par puce. Donc,
Je n'ai rien acheté, hein. Je n'ai rien monté physiquement. Je suis déjà capable d'évaluer combien ça va me coûter en termes de pièces. Si je fais un design qui réduit les pièces de moitié, ça va me coûter, moi, comme designer, moins cher à produire. Et donc, si je le vends toujours au même prix, je fais plus de profit. Évidemment, vous n'êtes pas habitué à penser comme ça. Vous asseyez, vous développez des applications, vous faites play, ça marche. Magnifique. Mais vous développez des programmes pourquoi? Pour que ça reste sur votre ordinateur. Vous développez des applications mobiles pour qu'elles finissent sur Google Play ou sur le App Store pour qu'elles soient achetées, pour faire de l'argent avec. Vous développez une application desktop pour qu'elle soit déployée, pour que les gens l'achètent. Vous développez un site de e-commerce pour que les gens l'utilisent, pour que les gens achètent, pour que ça vous rapporte quelque chose. Donc, quand on design, il faut optimiser pour que ça vous coûte moins cher à produire, pour que ce soit le plus efficace possible, pour que vos requêtes s'exécutent le plus rapidement possible. C'est toutes ces petites choses-là qui vont faire que vous allez gagner au change quand vous livrez ce produit-là sur le marché. Ça va? Donc, je voulais juste vous donner une petite idée de physiquement, ça ressemble à quoi. Évidemment, un circuit comme celui-ci, si on s'amusait à le monter, ben, ça ferait beaucoup de puces sur notre plaquette d'expérimentation et beaucoup de fils qui vont de gauche à droite. Voilà pourquoi on a Multisim. Parce que ce schéma-là, je vais vous montrer tout à l'heure comment le réaliser dans Multisim. Au lieu d'avoir F ici, on va mettre ce qu'on appelle une LED. Une LED, c'est quoi? Une LED, on en a tous déjà vu. C'est ça, une LED. Ça va? On en a de toutes les couleurs. Ça va simuler pour nous présentement dans Multisim notre signal d'alarme. Mes entrées ABC, on va simuler ça avec des interrupteurs. Quand j'appuie sur l'interrupteur, ça me donne 5 volts. Quand je n'appuie pas sur l'interrupteur, ça me donne 0 volts. Et donc, en testant les combinaisons de fermeture ou d'ouverture d'interrupteurs, on va voir si la lumière s'allume ou non et on va prouver notre design. Ce design-là, si je le ramasse, que je le construis et que je fabrique un boîtier dans lequel je le mets, voilà, vous avez un mini-système de sécurité sur lequel vous pouvez venir brancher votre détecteur de mouvement, votre détecteur de fumée, votre contact de porte et une lumière ou un haut-parleur ou peu importe. Et sans avoir jamais rien programmé, on a un système qui semble intelligent. Ça va? Ce n'est pas un objet connecté parce que je ne peux pas m'y connecter à distance. Il est autonome. Mais tous les objets connectés sont d'abord des objets autonomes. Je veux dire, mon système de sécurité qui est à la maison, je ne suis pas connecté à lui présentement. Je ne suis pas en train de regarder ce qui se passe à la maison. Mais s'il est armé, il marche tout seul. Donc, un objet connecté doit être capable de travailler de manière indépendante et je m'y connecte de temps en temps pour lui demander son statut ou pour modifier son statut. Voilà pourquoi on commence ici. Ça va pour tout le monde? OK. Donc, OK. Ceci est une partie de l'histoire. Pourquoi je dis que c'est une partie de l'histoire? Si le magnifique jus ici que j'ai volé à mes enfants ce matin, il y a deux façons de voir le niveau de liquide là-dedans. Je peux vous dire que le jus là-dedans est à moitié vide ou je peux vous dire que le jus est à moitié plein. N'est-ce pas? C'est exactement le même niveau de jus que je viens de décrire. Donc, si je vous donne une équation qui identifie tous les instants dans le temps ou toutes les combinaisons d'entrées pour lesquelles la sortie est vraie, par défaut, je viens aussi de vous indiquer toutes les combinaisons d'entrées pour lesquelles la sortie est fausse. Donc, on a fait un design ici en se basant sur les moments où la sortie est vraie. Est-ce qu'on pourrait faire un design en se basant sur les moments où la sortie est fausse? Parce que la réciproque serait que le reste du temps, c'est vrai. Et oui, on est capable de le faire. En fait, quand est-ce qu'on va faire le design par rapport au 0 ou par rapport au 1? Ça dépend du nombre de 0 ou du nombre de 1 qu'on a au niveau de notre sortie. Si on a plus de 0 que de 1, plus d'instants pour lesquels la sortie est fausse que vraie, on va préférer utiliser une technique de design qui est axée sur les 0.
ça va nous donner des circuits qui sont plus petits. Si on a plus de 1 que de 0 au niveau de la sortie, on va faire le design par rapport au 1. Ici, si on compte, on a plus ou moins une égalité. Ça va? J'ai 1, 2, 3, 4, 0. J'ai 1, 2, 3, 4, 1. Et c'est choisi sciemment. J'ai fait exprès. Ici, il n'y aurait pas de moyen de prédire d'avance lequel des deux circuits serait le plus petit. Donc, on devrait utiliser deux techniques différentes qui nous donneraient deux circuits différents, mais qui répondraient tous les deux au même comportement, au même critère. Donc, ce que je fais juste ici, je vais prendre ta question avant de continuer. Tu as une question, je crois. Les zéros, par rapport aux zéros. Mais plus on a de... Si on a plus de 1 plus de 0 et qu'on l'en choisit, ça va être plus lent à... Ça, c'est avant de faire les simplifications. Ça va? Donc, parce qu'on n'a pas encore vu comment faire les simplifications. Mais si j'ai plus de 0 que de 1 au niveau de ma sortie, on va sortir la grosse équation avec des zéros. Ensuite, on va simplifier. Ça va? On va simplifier en utilisant plusieurs techniques, dont l'étape de Carnot. Et c'est garanti, on fera la preuve mathématique si vous voulez, que je suis sûr que vous ne voulez pas, mais bref. Donc, on simplifie, et en simplifiant, ça va nous donner quelque chose de plus petit que si on avait pris l'équation avec les 1 et qu'on avait simplifié. Ça va? Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai réencerclé nos termes en rouge, c'est bon? Et j'ai ressorti notre équation originale. Et j'ai encerclé les cercles en vert aussi. Là, j'ai besoin d'un cobaye, quelques minutes. Mon ami de longue date ici. Tu peux te lever pour nous, s'il te plaît. C'est pas comme s'il avait le choix, de toute façon. Donc, on va faire ceci. On va faire une inversion. Ça va? Donc, inverser monsieur, il regarde de face présentement. Si je lui dis de s'inverser, pas la tête en bas, les pieds en l'air, il va regarder vers l'arrière. Ça va? Je viens de faire une inversion. Ça va? Si je fais une inversion une seconde fois, qu'est-ce qui va se passer? Inverse-toi une seconde fois. Tu t'es inversé une fois, inverse-toi une deuxième fois. Une deuxième fois. Ça va? Donc, il est revenu à son état original. Tu vois, ça fait pas mal. On peut l'applaudir. Donc, avec cette magnifique petite démonstration, regardez la chose suivante. Donc, j'ai F ici. Ça va? Donc, l'équation de sortie de ma table de vérité basée sur les zéros, sur les lignes pour lesquelles j'avais des 1. Donc, si j'utilise la même technique pour sortir une équation par rapport aux états où j'ai des zéros, je vais appeler cette équation F bar. Ça va? C'est ce que j'ai fait ici. Donc, 0, 0, 0, la sortie vaut 0, donc A bar, B bar, C bar. Ou encore, A bar, B bar, C, c'est ce que j'ai ici. Ou encore, A, B bar, C bar. Bref, on a compris l'idée. Ça va? Donc, ici j'ai F, ici j'ai F bar. F bar est l'inverse de F, on est d'accord? Si j'inverse une seconde fois F bar, ça devrait me redonner F. Ça va? Comme l'a si brillamment démontré notre ami. Donc, une inversion en électronique, c'est un trait supplémentaire, c'est un inverseur supplémentaire. Donc, j'ai F bar bar, donc qui est ce que j'avais ici, surplombé d'un trait, d'un inverseur supplémentaire. Il y a un magnifique mathématicien qui s'appelait M. De Morgan et qui a créé le théorème de De Morgan qui dit quoi? Qui dit que lorsque je brise un inverseur, l'opération qui se trouvait en dessous change. Si c'était une addition, ça devient une multiplication. Si c'était une multiplication, ça devient une addition. Vous avez vu ça en première session. Ça va? Mais vous n'avez pas nécessairement vu l'utilité. Vous l'avez fait pour le faire, parce que le prof de maths vous disait de le faire. Donc, ça va pour tout le monde, je crois, jusqu'à cette ligne-ci. Donc maintenant, je vais briser ma barre ici, je vais briser ma barre ici, je vais briser ma barre là.
Ça me donne donc ceci. Le plus qui est là devient une multiplication. Le plus qui est là devient une multiplication. Le plus qui est là devient une multiplication. Je vais continuer en brisant la barre qui est ici en haut dans chacun des termes. Donc, la multiplication qui est ici devient plus, celle qui est ici devient plus, idem pour tous les autres termes. Et la dernière étape, ben, A bar bar, c'est A, B bar bar, c'est B, et on continue la logique partout. Ça va? Donc, je me trouve donc avec une équation qui a une nouvelle forme. Ici, on avait des sommes de produits. On additionne plusieurs termes dans lesquels on fait des multiplications, des sommes de produits. Alors qu'en bas, on a des produits de sommes. Ça va? Donc, au lieu de passer à travers toute la démonstration algébrique chaque fois, on peut faire la chose suivante. On peut directement, à partir de notre table de vérité, tomber sur cette équation. Comment? Je regarde les lignes pour lesquelles la sortie est égale à 0. Je les ai toutes encerclées en vert. Et je fais quoi? Lorsque j'ai 0, j'écris plutôt 1. Ça va? Et au lieu de faire des multiplications, je fais des additions. Au lieu d'additionner les termes, je multiplie les termes. Et donc, sans faire toute la démarche algébrique, on peut sortir notre équation directement par rapport au 0. Ça va? Okay. Et puisque les multiplications sont des et, les traits des inverseurs, les plus des ou, hein, j'ai encore une fois dessiné le circuit correspondant à ceci. C'est bon? Donc, on voit 1, 2, 3 et, 1, 2, 3 et, 1, 2, 3, 4, 5 inverseurs, 1, 2, 3, 4, 5 inverseurs, et 1 plus, 2 plus, 3 plus, 4 plus, 5 plus, 6 plus, 7 plus, donc 7 porte ou, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, c'est bon? J'ai compté comment? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va? Et donc, au final, on a exactement le même nombre de portes. Pas le même type, mais le même nombre de portes totales. Donc, on vient de prouver par la bande que lorsque j'ai autant de 0 que de 1 au niveau de ma sortie, il y a de fortes chances que verre à moitié plein, verre à moitié vide, ça ne change absolument rien. Mais si j'ai plus de 1, le design par rapport au 1 va être plus avantageux. Si j'ai plus de 0, le design par rapport au 0 va être plus avantageux. Ça va? Oui. Ce n'est pas une simplification. On n'a rien simplifié du tout. C'est le design d'un circuit qui répond à la même table de vérité, mais on l'a designé par rapport aux combinaisons d'entrée pour lesquelles la sortie était égale à 0. Alors que précédemment, le design qui est ici, il est fait par rapport aux combinaisons d'entrée pour lesquelles la sortie est égale à 1. Elle n'est pas simplifiée, je n'ai fait aucune simplification. Oui, je n'ai fait zéro simplification. J'ai pris directement les termes, je les ai écrits. Où est-ce que j'ai mis en évidence, j'ai factorisé, j'ai substitué? Je n'ai fait aucune manipulation algébrique ici. Ça va? Donc, 10h20, prenons une pause, ça va, on a commencé à écart à peu près, donc 20, prenons une quinzaine, s'il vous plaît. Donc, on revient à... Pardon? OK, petite question rapide. S'il vous plaît, on va juste prendre la question avant de partir en pause. Donc, on parle de cette première équation. C'est exactement ce qu'on a fait. J'ai pris notre première équation, j'ai appliqué De Morgan dessus et ça me donne la deuxième équation. Donc, ici, on voulait prouver, ça va, que, s'il vous plaît, on voulait prouver que l'équation de départ et l'équation finale décrivent le même circuit. Donc, j'ai fait la démonstration complète.
mais on ne veut pas faire la démonstration complète chaque fois. Il faut un raccourci. Et le raccourci, quel est-il? Il est le suivant. Quand je veux l'équation par rapport au zéro, donc l'équation en produit de somme, j'inverse l'état de mes bits. Donc ici, j'avais 0, 0, 0, mais j'écris 1, 1, 1. Et au lieu de les multiplier, je les additionne. Ça me donne un terme. Les termes, au lieu de les additionner comme en haut, je les multiplie plutôt. Donc, c'est le raccourci. Mais on ne donne pas un raccourci sans dire d'où il vient ou sans prouver qu'il fonctionne. Voilà la preuve. Euh, Quand on a beaucoup plus de 1 que de 0, on n'a pas besoin de faire les deux designs. C'est sûr que les 1 sont plus avantageux. Quand on a beaucoup plus de 0 que de 1, c'est sûr que les 0 sont plus avantageux. Mais quand on a juste quelques 1 de plus ou quelques 0 de plus, on ne peut pas juste aller comme ça approximativement. Il faut vraiment faire les deux designs, compter le nombre de ports et garder ce qui est le plus optimisé. Ça va? Donc, prenons une pause sur ça, s'il vous plaît. Donc, on revient dans une... J'ai quoi ici? Là, maintenant, j'ai Event 2. Wow. Revenons à E40. Ça va? Donne-moi une seconde.